C'est une invitation à une promenade printanière et bucolique à laquelle je vous convie dans les parcs et jardins. Des lieux où l'on flâne, où l'on se repose, on s'y rencontre aussi parfois des espaces qui contribuent à la qualité de vie de nos territoires. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, pour cette promenade dans les parcs et jardins de notre belle région, la Nouvelle-Aquitaine. Une promenade bucolique en cette journée de printemps. Je vous propose un petit tour dans les 3 parcs de notre grande et belle région, la Nouvelle-Aquitaine. Destination le parc de Blossac à Poitiers, puis au parc bordelais et ici même à Limoges où je me trouve dans les jardins de l'évêché. Merci Éric d'être avec nous. Et bienvenue. Alors Éric, parler jardin, c'est parler nature. C'est parler biodiversité, mais c'est parler d'histoire aussi. Histoire forcément ici, et tu n'es pas la première à venir t'émerveiller du site. Là, on est dans les jardins de l'évêché. Il y a 5 hectares de bonheur et de plaisir sortis du bureau, parce que là, on est juste à côté du centre-ville de Limoges. On est même dans le cœur historique, en quelque sorte, derrière la cathédrale. Et la particularité, déjà, c'est cette ouverture là où on respire grand. On a un horizon très dégagé. Ce sont des jardins qui ont été bâtis dans les pentes et qui dévalent vers la Vienne, la rivière. Et donc l'esprit de ce jardin, c'est un jardin en terrasse. Et du coup, d'escalier en escalier, tu as des atmosphères différentes qui s'ouvrent. Alors ce jardin, il a été fait finalement autour du palais épiscopal. Oui. À l'origine, tu as la cathédrale. Tu as le dignitaire qui est prêtre, l'évêque. Et l'évêque, par sa fonction, veut une belle bâtisse. Donc ça va être différents palais. Au XVIIIe siècle, on arrive avec un évêque qui s'appelait Monseigneur de Coëtlosquet, un breton, qui va être suivi d'un normand, et qui va montrer voilà, leur prestance. Et le palais, il a été construit entre 1766 et achevé en 1787. Quand on l'observe, ça ressemble à un logis important, alors assez massif, puis il y a l'impression du granit comme ça qui donne un côté à la fois austère, mais comme il est très bien ordonnancé, tu vois, avec les marches qui donnent sur les travées du milieu, il y a un principe de symétrie qui était très en vogue à l'époque et qui est donc qui se conjugue avec le parc attenant. Et l'endroit où nous sommes, cette grande allée, elle donne tout droit dans les parties prestigieuses du palais. Comment ces jardins évoluent? Alors, depuis le premier qui était d'esprit à la française, qui était donc réservé à l'église, petit à petit, il va s'ouvrir à la venue de gens extérieurs. Et c'est vraiment dans la deuxième partie du XXe siècle, donc assez tard, qu'on va augmenter le parc avec des nouvelles ambiances. La botanique, les aromatiques et les ambiances limousines. Alors, c'est dans ces années-là, les années 1960, qu'on a redessiné ce parc qu'on avait un petit peu oublié dans le temps. Et donc, tu le vois très, très propre, avec ces tapis de pelouse, ces parterres délimités par du buis, et l'art taupière, donc cette taille qui est vraiment dans l'esprit de ce type de jardin. Alors, les jardins à la française, ils sont nés au XVIIIe siècle, avec André Le Nôtre. Et à cette époque, c'est très lié à l'art du château et à l'architecture. Il y a un dialogue profond entre le bâti et la composante végétale naturelle. Et l'idée, c'était aussi une maîtrise du végétal par la géométrie, en dessinant les parterres. Et certains disent même une domination de l'homme sur la nature. Et c'est pas n'importe qui en général, c'est des princes, c'est des rois, enfin, on connaît Vaux-le-Vicomte, on connaît Versailles bien sûr. Là on est un peu dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, d'où on regarde un jardin en général à la française, alors pas forcément comme nous, même si c'est très agréable, mais en fait c'est très souvent depuis l'étage qu'on a le dessin géométrique qui se forme et qui donnait souvent sur des bassins. Voilà. Ou des statues qu'on n'a pas ici, mais très souvent, l'art est dans le jardin. Bon ben voilà, comment maintenant se promener de manière un peu plus cultivée. Il y a aussi l'orangerie dans les jardins de l'évêché. On y va faire un tour? Allez. C'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un
chaland qui passe. Ce bâtiment, d'un point de vue historique, par rapport à ces jardins de l'évêché, il est arrivé à quel moment? La même que le palais au XVIIIe siècle. Et il est de même disposition, de même style, avec cette travée principale. Et tu vois des beaux arrondis au-dessus des ouvertures. Il y a aussi les insignes de l'évêque un peu effacés qui apparaissent au-dessus. D'accord. Alors, il fallait, pour une orangerie, des dimensions très précises. C'est très calculé, tout C'est ça. un bâtiment qui doit servir. Donc, il y a une hauteur de plafond importante pour que les arbustes trouvent leur place, du volume, et puis aussi l'orientation du bâtiment qui est importante pour bénéficier, optimiser la question de la lumière et de la chaleur pour les plantes. Donc là, on est bien tourné et donc l'inclinaison du soleil est optimale en été ou en hiver. Voilà. Bon, écoutez, moi j'habiterais bien là, mais apparemment c'est pas possible. En tout cas, on va continuer à parler d'histoire dans les jardins avec Alexandre Berne qui se trouve au parc bordelais. Coucou Alex. Bonjour Nadia, vous le voyez, je suis ici devant les grilles du parc bordelais, un des plus anciens parcs de la ville. Et pour nous parler du parc bordelais, je vais rejoindre Philippe Prévost, qui est historien et spécialiste de l'histoire des jardins. Alors Philippe, sur ces 28 hectares, on trouvait de la vigne et de la forêt ici. Oui, alors effectivement, au-delà de la ligne des boulevards, ces boulevards qui ont été créés à partir de 1864, on avait la campagne avec ses maisons de plaisance, ses parcs, ses vergers et surtout ses vignes, puisque le parc bordelais, eh bien, c'était un ensemble de propriétés. Il y en avait 3. Il y avait le domaine de Bijoux, le domaine de Culter, qui appartenait à un négociant d'origine germanique, et puis également le domaine de Longchamp. Donc 3 domaines qui vont s'établir sur cette partie et qui forment un ensemble de 23 hectares. Alors c'était un domaine privatif. À quelle époque la ville de Bordeaux s'est portée acquéreur du domaine? Alors la ville s'est portée acquéreur de ce site à partir de 1879. Et les travaux ont duré pratiquement 10 ans. Ces travaux qui vont être confiés pour ce jardin à la famille, on peut dire Buller. Ils étaient 2 frères, c'était des Parisiens qui étaient très à la mode à l'époque. Ils ont fait plusieurs jardins en France. Ils ont fait plusieurs jardins, on en dénombre plus de 300 sur le territoire de l'Hexagone et on en dénombre à peu près 30 rien qu'en Aquitaine. Alors Philippe, justement, on va aller se faire une petite balade dans le parc pour découvrir un peu tout ce qu'il y a à voir. Alors Philippe, la ville a payé 350 000 francs à l'époque pour acquérir le parc. Il a été inauguré en 1888 par le président Sadi Carnot. Effectivement, très précisément, le 28 avril 1888, en grande pompe, puisque toutes les autorités constituées étaient présentes, militaires, ecclésiastiques. Il y avait même toutes les fédérations de gymnastique de Bordeaux qui avaient prévu une haie d'honneur quand le président de la République est arrivé. Et ça s'est terminé par un magnifique lâcher de pigeons au milieu du parc. Et juste après l'inauguration du parc, le président Carnot a pu déguster des cailles d'Écosse et des cèpes à la bordelaise. Alors Philippe, si le parc a aussi vu le jour, c'est grâce à l'engagement d'un homme, c'est Camille Godard qui a beaucoup compté pour le parc bordelais. Parlez-nous un peu de Camille Godard. Alors Camille Godard, lui, c'est un gros négociant. Il est né d'abord à Cognac, il est spécialiste des vins et des spiritueux et sa fortune va être considérable, puisqu'il va léguer à la ville de Bordeaux plus de presque 10 millions de francs or à l'époque. Et la ville de Bordeaux va utiliser 1 million de francs pour réaliser cet espace public. Alors il avait une vision humaniste et progressiste dans l'aménagement des parcs. Il avait effectivement une vision progressiste, humaniste, puisqu'il avait créé aussi de nombreuses écoles. Écoles d'horticulture, écoles d'arboriculture. Et son legs devait servir aussi, après sa mort, à récompenser les meilleurs élèves. Alors il avait surtout fait venir des plantes des colonies françaises pour planter ici au parc bordelais. Alors comme tout négociant qui se respecte, qui a de l'argent, des propriétés et des passions aussi, effectivement, Camille Godard avait la passion des plantes exotiques qui arrivaient la plupart du temps par le port de Bordeaux, qui était en liaison bien sûr avec les pays d'outre-mer, mais aussi l'Afrique et l'Asie. Justement, Philippe, quel type de plantes exotiques on pouvait trouver ici? Alors d'abord, les frères Buller, dont les concepteurs du jardin,
ont toujours respecté la flore indigène, hein. Donc quand ils faisaient un plan, il y avait toujours en marge les arbres qui devaient être plantés, mais il y avait un respect aussi pour ce qui existait, et notamment les arbres qui étaient le plus acclimatés au lieu et qui vivaient là depuis des siècles. Mais à côté de cela, ils faisaient une liste, ils proposaient une liste d'arbres, on peut dire entre guillemets monuments, qui étaient effectivement des arbres qui venaient d'Amérique du Nord, alors les chênes bien sûr qui changent de couleur, de Virginie, notamment le Magnolia grandiflora, et puis d'autres qui venaient aussi d'Asie. Le parc bordelais s'inspire notamment des parcs parisiens du Second Empire, hein, Philippe. Oui, bien sûr. La référence, c'est le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le parc des Buttes de Chaumont. Vous voyez, c'est vraiment la référence. D'ailleurs, on voit bien avec la petite cascade et la petite butte, ça ressemble vraiment... Il y a effectivement dans ce parc bordelais la trilogie eau, pelouse, arbre. Et finalement, cette trilogie, on l'a depuis l'époque de la Renaissance. Est-ce qu'à l'époque, il y avait une volonté d'amener la démocratie, un idéal de démocratie en ville, en amenant la campagne au plus près des citoyens? Alors effectivement, comme Bordeaux s'urbanisait, puisque les boulevards ont été créés, mais finalement se sont installés des petits hôtels particuliers, des maisons, mais ce n'était pas le menu peuple qui habitait là. Donc il fallait quand même un endroit qui était beau, majestueux, et on pouvait respirer, faire courir les enfants et aussi se promener en calèche, car autour de vous, vous avez ce qu'on appelle le baladoir qui fait 11 mètres de large et qui permettait aux calèches de pouvoir se croiser et ensuite aux voitures. C'était, si vous voulez, un axe où les gens pouvaient se remarquer, se voir et échanger. Et c'était révolutionnaire à l'époque, justement, d'avoir des jardins comme ça au cœur d'une ville? On peut considérer que ce parc bordelais, effectivement, est un des premiers grands parcs urbains de France, avec évidemment le Tabor à Rennes et puis la Tête d'Or à Lyon. On est dans un parc, mais en fait, notre champ de vision, on ne voit pas beaucoup d'immeubles, hein, alors qu'on est en plein cœur de la ville. Hein. Alors ça, c'est tout l'art des frères Buller, de pouvoir justement masquer, grâce à des effets de végétation basse, des arbres de haute futaie, des arbres intermédiaires, de pouvoir donner cette impression d'infinitude. On va s'asseoir sur le banc pour finir et on va quand même rappeler que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages justement sur l'histoire des jardins. Alors vous vous efforcez de retracer un peu la chronologie linéaire de l'histoire des jardins de l'Antiquité à nos jours. Hein. Oui, c'est un livre qui a demandé beaucoup de travail, disons, de travail et de recherche, mais qui justement révèle à partir de documents inédits des aspects des jardins qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les manuels classiques. Écoutez, merci beaucoup. Eh ben, nous, on retrouve Nadia qui se trouve au jardin de l'Évêché à Limoges. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. La partie botanique des jardins de l'Évêché, c'est environ 3000 plantes sur près de 2 hectares. Et pour que les amoureux des fleurs des plantes s'émerveillent, il faut bien s'en occuper, les entretenir. Qui de mieux qu'un jardinier? Je dirais même une jardinière. Pauline Montastier, bonjour. Bonjour Nadia. Pauline, c'est chez vous ici, c'est votre jardin? Absolument, oui. On peut dire que j'y suis née puisque je venais m'y promener depuis mon plus jeune âge. Voilà, donc vous êtes jardinière botaniste dans les jardins de l'Évêché. Donc là, on est un peu entre 2 saisons. Vous travaillez sur quoi précisément? Alors, on a fait terminer là, ces derniers temps le nettoyage de toutes nos plates-bandes avant vraiment les grosses poussées du printemps. Les plates-bandes, ce sont celles-ci. Hein. Voilà, et puis une grande partie qu'on ne voit pas à l'image qui est aussi sur d'autres terrasses du jardin. Et du coup, on en profite aussi pour planter certains petits bébés qu'on a cultivés dans notre serre, qui vont se développer au fur et à mesure. En fait, le travail ne s'arrête pas hein, tout le long de l'hiver. On a beaucoup de choses à faire. On fait notre mise en culture, on a beaucoup de semis, on commande des graines via les index minimum des autres jardins botaniques. Donc il y a beaucoup d'échanges. C'est tout ce travail un peu en amont, ce travail de coulisses qu'on ne connaît pas nécessairement. Et vous savez quoi, Pauline, on peut y aller dans vos coulisses? Absolument. On va voir où elle travaille. Venez, on y va. Alors nous voilà dans votre jardin
d'intérieur. Oui, C'est c'est ici son petit nom. que vous travaillez. Alors, vue quand même, la vue est magnifique. Oui, Là. oui, on en profite. On voit tout le panel météo de la ville. Et alors justement, donc ça, ce sont les plantations qui vont ensuite aller côté jardin de l'évêché. Ça en partie. Celles-ci, elles sont particulières parce que ce sont des arbres dont on mesure les émissions de pollen. Donc celles-ci restent là et on les observe quotidiennement pour les pollens qui arrivent. Merci Pauline en tout cas de nous avoir reçus dans vos plaisir. coulisses, dans votre jardin intérieur. Je vous emmène au parc de Blossac à Poitiers. On va retrouver là-bas Vincent Rivière. Coucou Vincent. Oui, bonjour Nadia. C'est ici, en plein cœur du centre-ville de Poitiers, que se trouve le parc de Blossac, surplombant la vallée du Clin. 9 hectares de promenades, plantes et jardins très prisés par des générations de Poitevins qui, avec le printemps, vont venir profiter un maximum de cette nature offerte en milieu urbain. Allons retrouver nos invités pour en savoir un peu plus sur ce fameux parc. Bonjour, Noémie Jolibois, je suis la directrice espace vert de la ville de Poitiers. Blossac, c'était donc l'intendant du roi. C'est un parc qui date du XVIIIe siècle. C'est 9 hectares, mais c'est en plein centre-ville. La fin des travaux, c'est 1777. Avant de devenir un parc, ça a également été une nécropole gallo-romaine. Et puis ensuite, c'était un arsenal militaire. Ça a également été une pépinière de mûriers. Pour l'élevage des vers à soie. Il y a même eu une gare routière, mais ça c'était dans un passé beaucoup plus proche. Là, il n'est pas encore en service, hein. On l'a terminé. Un pollinarium, eh bien, en fait, on met en culture des espèces allergisantes. Les travaux sont terminés, mais il sera en service que dans 1 an. On va relever en fait la présence de pollen et ensuite on enverra les informations à l'ARS. Je pense que c'est vraiment le parc des familles. On peut laisser les enfants jouer librement parce qu'il y a énormément d'espace, mais c'est quand même en sécurité parce que c'est isolé du reste de la ville. Nous on dit Blossac, c'est un parc, des jardins. Comme il y avait des modes dans les parcs et jardins, eh bien on les retrouve dans ce parc de Blossac. Bonjour, Vincent Pellerin, responsable du pôle patrimoine arboré à la direction espace vert ville de Poitiers. Blossac, c'est 1200 arbres, dont 63 dans le jardin anglais. Vous avez un maillage qui est très fort, donc une structure arborée qui est très forte, qui est très architecturée, avec 480 tilleuls en rideau, dont l'entretien est effectué annuellement. Vous avez ensuite une grande majorité au niveau d'essences de tilleuls. Vous avez 66 essences au total sur le parc de Blossac. Et du coup, la présence du bourgeonnement et de cette fameuse couverture verte qui se met sur Blossac est véritablement une marque très forte de la saisonnalité. À l'heure actuelle, comme on a plusieurs variétés, le verdissement des arbres va se faire sur plusieurs séquences en fonction des variétés et en fonction de leur typologie de sous-sol. La gestion d'un patrimoine arboré amène forcément des interventions et du renouvellement. Et vous verrez bien en vous promenant dans le parc de Blossac que vous voyez une hauteur des arbres bien différente avec les vieux arbres qui ont 80 ans et les plus jeunes qui ont été replantés une vingtaine d'années. Ça reste un des seuls parcs avec le jardin anglais qui est en plein centre-ville, qui est quand même d'une très grande surface et qui est aussi bien un lieu de passage, de visite, d'agrément, d'événementiel. Donc c'est un parc véritablement qui est très fréquenté sur différents axes. N'hésitez pas à venir visiter ce parc si vous êtes de passage sur Poitiers. Il vit au fur et à mesure des saisons. Quant à vous, Nadia Adel, on vous retrouve au jardin de l'évêché à Limoges. Les jardins à la française, c'est l'un des joyaux du domaine d'Arnaga au Pays Basque et on va y faire un petit tour en compagnie de son jardinier. Explosion de couleurs, harmonie des tons, perspectives spectaculaires, les jardins à la française, l'un des joyaux du domaine de la Villa Arnaga. Une œuvre d'art dont cet homme est l'un des auteurs. Depuis 1 an, Jean-François Oxarango est le nouveau chef jardinier d'Arnaga. Avec la précision d'un orfèvre, il compose et entretient ces chatoyants massifs de fleurs.
n'a pas le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Donc c'est une charge de travail importante, hein, ça. Que ce soit les allées ou les massifs, donc on intervient très régulièrement. Si Jean-François fait parler sa créativité, de rigoureuses contraintes propres au jardin à la française lui sont imposées. Plus on est vers l'avant de la maison, plus on a un fleurissement qui est chaud. Et plus on en s'éloigne, on a un fleurissement qui devient un peu plus froid, en fait, avec des couleurs plus froides. C'est des règles à respecter à Arnaga, en fait. Ça permet notamment d'allonger la perspective du jardin. Entretenir et embellir les 12 hectares d'Arnaga, telle est depuis un an la mission de Jean-François Oxarango, qui succède à Pancho Azaret, qui fut pendant plus de 30 ans le grand jardinier du domaine. Enfant de Cambo-les-Bains, Jean-François connaît bien Arnaga. Ses jardins, pour lui, racontent une histoire dans laquelle Edmond Rostand est omniprésent. C'est un jardin aussi où il aimait vivre, c'est-à-dire qu'il aimait se promener, s'y évader. Donc en fait, c'est un jardin qu'il faut faire vivre et c'est ça qui est très intéressant. Épaulé par 3 autres jardiniers, Jean-François a su conserver l'esprit des jardins tout en y ajoutant sa touche personnelle. Il a mélangé toutes les couleurs et il arrive à faire quelque chose d'harmonieux, ce qui est tout à fait remarquable. Il apporte vraiment une touche particulière, notamment dans son goût pour la couleur. C'est vraiment un magicien des couleurs et je trouve que aujourd'hui, le jardin n'a peut-être à mon sens jamais été aussi beau. À tel point que le jardin à la française a été primé l'an dernier aux Victoires du paysage. Arnaga n'en finit pas de séduire. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Sous le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie partout sur nos rangs. Vous êtes passionné de jardin et d'oiseaux. Alors dites-moi, quels sont ceux qui annoncent l'arrivée du printemps? Les oiseaux qui annoncent le printemps, c'est essentiellement les mésanges qui arrivent, le rouge-gorge qui chante à tue-tête en ce moment dans les jardins. Mais vous avez les tourterelles qui sont là, les palombes, les chardonnerets. Voilà, il y a une multitude d'oiseaux, les mésanges à longue queue, la mésange bleue, la mésange charbonnière. Moi, dans le jardin, j'ai à peu près une quinzaine d'oiseaux qui viennent, et pour certains, qui nichent dans le jardin. Alors justement, les oiseaux nichent dans le jardin, et on peut, si on a les bons nichoirs et les bonnes mangeoires, finalement les attirer. Vous, c'est ce que vous faites, vous les fabriquez? Alors, accessoirement, j'en fabrique. Je fais donc des nichoirs, donc voici un modèle, qui sont faits pour être fixés sur les façades. Et celui-ci convient aux mésanges bleues et aux mésanges charbonnières. Actuellement, j'ai un nichoir à la maison où les mésanges ont commencé à venir les visiter. Elles commencent à amener de la mousse, voilà, elles commencent à s'installer d'une manière très précoce. Et puis, pour les attirer, il faut aussi des mangeoires. Donc, je réalise des mangeoires en argile et en châtaignier. Donc, un petit modèle comme ça où on accroche une boule à l'intérieur. Ou ces grands modèles où on peut mettre des graines de tournesol et une grosse boule de graisse ou un cylindre de graisse. Voilà, pour attirer les oiseaux dans le jardin, il faut amener à manger. Il faut amener aussi à boire, donc prévoir de petits bains d'oiseaux un peu partout dans le jardin en renouvelant l'eau très régulièrement. Et puis des arbres qui ont des baies, qui ont des fruits, donc comme la viorne-aubier, comme l'aubépine, il y a plein d'espèces, les sureaux. Il y a une dizaine d'espèces dans le jardin qui ont de ces fruits et qui donnent la nourriture l'hiver aux oiseaux. Alors, voyez, il leur a créé un lieu qui leur est dédié, c'est le jardin aux oiseaux. On peut aller donc chez Raymond Mazerolas, à Couzex, c'est tout près de Limoges, et vous expliquez tout cela, tout à fait. Le type de mangeoire, de nichoir. Hier, j'avais 2 personnes qui sont venues visiter le jardin. C'est pas très fleuri actuellement, il y a des éléobores, il y a quelques floraisons comme les jonquilles, mais ils venaient surtout pour parler des oiseaux, pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour pour avoir des oiseaux chez eux, à Limoges, en ville, dans des jardins qui sont plus petits, 600 mètres carrés ou 700 mètres carrés. Mais voilà, ils voulaient avoir des réponses à leurs questions. Et dites-moi, alors dites-moi si c'est vrai, il paraît que finalement, chez vous, dans votre jardin aux oiseaux, ça intéresse beaucoup plus les dames, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai, il y a beaucoup. Dans les visiteurs, c'est effectivement beaucoup de dames. Mais il n'y a pas que les dames, il y a quelques messieurs qui sont intéressés par ça aussi. Alors, de là à dire que les dames aimeraient être sifflées, non, pas quand même. Non, pas quand même. Merci en tout cas infiniment, merci beaucoup. Merci. Allez voir le jardin de Monsieur Mazerolas à Couzex. Et en attendant, Raymond, moi je vous emmène à Lostange, un jardin magnifique qui regorge de plantes et de fleurs. Le jardin de Lostange, c'est en Corrèze. Ce
Ce jardin, on peut dire que c'est en fin de compte, c'est le tour du monde des plantes, que ce soit du Sibérie au Canada, pour les régions froides, ou de la Nouvelle-Zélande à Patagonie, pour l'hémisphère sud, toutes les plantes qui peuvent s'acclimater sous nos climats. Le virus, pour les plantes, Philippe Labarde l'attrape jeune, à 400 km de là. J'ai fait mes études à la faculté des sciences à Jussieu, située juste à côté du jardin des plantes. Donc quand j'avais pas cours, j'étais au jardin des plantes, ce qui m'a permis de prendre connaissance des différentes espèces, de la diversité végétale. Et j'ai même commencé à ramasser quelques graines, quelques plantes et à faire des semis de plantes dans le jardin que j'avais dans la banlieue parisienne. Quelques années plus tard, en 1977, ce passionné s'installe en Corrèze, à Lostange, sur ce terrain familial où il passait ses étés enfants. Ici, Philippe commence à planter beaucoup d'espèces, des rosiers, des cèdres, des séquoias. L'un de ses préférés vient de Patagonie, il s'appelle le désespoir du singe. Ce n'est pas un cactus géant, c'est un conifère, c'est-à-dire c'est la famille des sapins. Et cet arbre a la particularité, comme dit son surnom, d'être très piquant, donc les singes ne peuvent pas monter dessus. Parmi les 500 variétés de son jardin, il y a ses protégés. Les cactus, il y a des espèces qui sont très résistantes au froid. Ceux qui craignent, c'est plutôt l'humidité de l'hiver. C'est pour ça que j'ai mis l'abri. Et donc il y a différentes espèces et les plus importants, ce sont ce qu'on appelle les oponces, les cactus raquettes ou aussi figuier de Barbarie. Et ces cactus, ils ont sauvé la vie à un explorateur au XVIe siècle, un Espagnol qui avait fait naufrage en Floride et qui a mis 10 ans pour parcourir tout le sud des États-Unis pour revenir au Mexique. Et principalement, il s'est nourri justement de ces figues de Barbarie. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Twenet ». Il y a forcément près de chez vous un parc ou un jardin. Alors plus que jamais, sortons, promenons-nous, respirons. La vie est belle et vive le printemps. Ciao, ciao. Elles s'en vont danser sur le gazon.